Je viens de filmer la vidéo en entier jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais plus maquillée d'un œil que de l'autre et que ça me donnait une tête trop bizarre, donc je dois refilmer la vidéo. J'y mérite grave pas. Et en plus, je me suis rendu compte que si je savais chanter, j'aurais pu vous chanter L'arbre du pendu en intro, mais je chante trop mal. La vie, c'est vraiment un jute, c'est quand même dingue ça. C'est une blague. Mon voisin a décidé que maintenant était le moment approprié pour commencer à utiliser sa perceuse, bien évidemment. Bon, bah j'espère que ça va pas trop parasiter ce que j'essaye de vous dire, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me suis remis de mon petit mental breakdown de l'intro, donc ça va mieux, j'ai bu de l'eau et tout. Je suis une nouvelle personne, une personne requinquée. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là franchement, mesurez le degré d'implication. J'ai mis mon petit top vert, je me suis fait un petit make-up vert. Franchement, je suis trop fière de mon petit make-up là. Et franchement, ça prouve à quel point j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je me suis assortie au livre. Petit disclaimer cependant, j'ai lu le livre en mai, donc je sais que ça fait super longtemps, mais à l'époque, j'avais pas encore de chaîne, donc j'ai pas pu sortir la vidéo, et là, en attendant, j'ai sorti les vidéos que je devais sortir. Donc, il est possible que j'oublie quelques petits détails, mais j'ai essayé de me rafraîchir la mémoire un petit peu en regardant des vidéos sur YouTube sur la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est une blague, ils commencent les travaux dehors en plus. Non, franchement, c'est une conspiration, là, on veut se liguer contre moi, c'est trop. Bref, que disais-je? Oui, que j'ai essayé de me rafraîchir la mémoire en regardant des vidéos YouTube sur la balade du serpent et de l'oiseau chanteur et en écoutant des vocaux que j'avais échangés avec un de mes potes parce qu'on avait lu tous les deux le livre en même temps, on l'avait précommandé et on l'avait lu en même temps. Donc, je sais plus ou moins de quoi je vais parler, mais c'est possible que quelques petits détails m'échappent. Donc, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Alors, de base, j'avais décidé de porter mes lunettes parce que je me suis dit que je voulais voir le monde qui m'entourait. Mais après 3 échecs, après avoir essayé de tourner 3 fois, je me suis dit que finalement la vie ne valait pas le coup d'être vue. Si vous êtes un fan de Hunger Games, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette sortie littéraire, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est donc le préquel de la trilogie Hunger Games et qui est sorti en mai 2020. Et comme je suis quelqu'un de bien, j'ai décidé de vous faire une revue sur ce livre, vous donner mon avis et vous le recommandez ou pas vous le recommandez, en gros vous dire si vous devriez le lire ou pas. Ensuite donc Coriolanus Snow, je sais le nom est bizarre, voilà je vous laisse quelques secondes pour rigoler et tout, et ensuite on passe à autre chose. Il a 18 ans, il habite au Capitole avec sa famille, et en fait les temps sont un petit peu durs pour la famille Snow parce que originellement c'était une famille très riche, il faisait partie des familles les plus influentes du Capitole, de Panem en fait, sauf qu'avec la guerre, c'est la déchéance, son père est mort, sa mère est morte aussi, c'est un petit peu compliqué, niveau financier ça va pas du tout, déjà le livre s'ouvre sur la préparation d'une soupe de choux, donc ils ont tellement pas d'argent qu'ils se nourrissent essentiellement de choux. Moi ça m'a rappelé Charlie et la chocolaterie, donc bon, pour vous décrire un peu le niveau de précarité, ça va pas du tout. Donc Coriolanus Snow, c'est bien le président Snow qu'on voit dans les Hunger Games, hein. C'est la même personne, juste là dans le préquel il a 18 ans, donc en fait c'est les événements qui se passent 54 ans avant le premier Hunger Games. Et donc l'histoire commence à l'aube de la moisson des 10e Hunger Games, mais là les Hunger Games sont très très différents dans le préquel, hein. C'est pas du tout comme les Hunger Games qu'on a dans la trilogie avec Katniss. Il y a très peu de personnes qui regardent parce que bon, l'idée de voir des adolescents s'entretuer, c'est pas très réjouissant pour la majorité des gens. Et puis les gens regardent peu, ça les intéresse pas. Et puis les gens qui sont dans les districts, ils ont pas accès au téléviseur, donc ils peuvent pas forcément suivre les événements et ils ont pas forcément envie. Donc en fait, on est vraiment dans les Hunger Games avant que ce soit transformé en télé-réalité comme on a dans la trilogie principale. Donc Coriolanus, c'est un élève de la prestigieuse Académie du Capitole, donc c'est une école qui regroupe vraiment l'élite du Capitole. Et il apprend en fait que cette année, les tribus vont avoir des mentors.
mentors et que ces mentors vont être sélectionnés parmi les 24 élèves les plus influents, les plus intelligents en gros du Capitole et que le mentor dont le tribut aura gagné les Hunger Games va recevoir une bourse pour aller à l'université et Coriolanus, son but c'est d'obtenir la bourse parce que sa famille n'a pas assez d'argent pour l'envoyer à l'université après quoi et lui il a envie de poursuivre ses études. Sauf qu'il se retrouve avec une tribu, donc une fille, alors qu'on sait que les filles elles ont moins de chances de gagner les Hunger Games et en plus c'est une fille du district 12. Donc le district 12 déjà c'est vraiment considéré comme un district de losers quoi, mais il se retrouve avec une fille qui n'a aucune habilité apparente au combat donc il se demande comment est-ce qu'il va faire et comment il va se débrouiller pour réussir à décrocher la bourse. Dans le district 12 on sait tous très bien qu'il n'y a pas beaucoup de vainqueurs, c'est pas le district qui est réputé pour gagner le plus les Hunger Games. Dans la trilogie principale on sait très bien que les 3 seuls vainqueurs des Hunger Games c'est Katniss, Haymitch et Peeta, donc ça fait pas grand monde. Donc le livre est divisé en 3 parties, on a la partie avant les Hunger Games, la partie pendant les Hunger Games et la partie après les Hunger Games. Donc j'ai trouvé que ça faisait sens, ça rejoignait un petit peu le découpage dans la saga principale où on avait ce qui se passait avant les jeux et ce qui se passait après les jeux. Par contre, moi ça m'a pas dérangé mais le livre est beaucoup plus épais. Enfin celui-ci il fait quasiment 600 pages, c'est beaucoup plus long que les Hunger Games de la saga principale dont le plus long dépasse pas 400 pages environ. Et je suis en train de me dire que ça fait longtemps que j'ai pas relu les Hunger Games. Donc peut-être que ça pourrait être une idée de faire un vlog, je relis les Hunger Games presque 10 ans après. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Et donc on suit l'histoire intégralement du point de vue de Coriolanus Snow, ce qui est un choix qui est très intéressant selon moi, parce que si vous connaissez un petit peu le personnage du président Snow, bon vous savez comment il est, vous savez que c'est pas quelqu'un qui est foncièrement gentil, et lui en tant qu'adolescent, certes, il n'est pas à un niveau de vice aussi poussé que dans Hunger Games, mais c'est pas un héros quoi, c'est pas un antagoniste, mais c'est pas un héros non plus. Et moi j'ai beaucoup aimé ce choix tout simplement parce que d'habitude quand on suit les histoires, on suit le point de vue du personnage principal qui est typiquement un héros, enfin la personne à laquelle on est censé s'attacher, qui a un petit peu eu un passé difficile, qui est confronté à des choix mais qui va toujours faire les bons choix. Et c'est toujours des personnages très manichéens, je trouve, genre soit tout blanc, soit tout noir. Et moi j'aime bien en fait les personnages avec des nuances de gris, les personnages plus complexes et j'ai vraiment retrouvé ça dans les Hunger Games, dans le préquel et ça m'a bien plu. Là j'étais totalement servie parce qu'on sort totalement du carcan du héros gentil de Young Adult, mais par contre si vous avez besoin de vous attacher au personnage, ça risque d'être légèrement difficile pour vous je pense. Coriolanus Snow clairement c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de gentil, il est très très manipulateur, il a toujours cette apparence où il est très propre sur lui, il arrive à charmer les gens, à charmer son entourage, mais son trait principal de caractère c'est qu'il est très égoïste parce que clairement tout ce qu'il va faire ça va être motivé par l'ambition, motivé par ses propres motivations en fait et il n'a pas de geste désintéressé. Très très rarement j'ai vu dans le livre, d'ailleurs pas du tout même je pense, qu'il ait commis un geste désintéressé où il fait quelque chose pour aider quelqu'un de manière totalement altruiste, c'est pas du tout dans son caractère de faire des choses comme ça. S'il fait quelque chose c'est parce qu'il sait qu'il va pouvoir tirer quelque chose derrière quoi. Et en fait c'est un personnage qui est très paradoxal parce qu'il va pas être pour les jeux, du moins au début, mais non plus, il va pas non plus s'ériger en tant que héros qui va aller contre les jeux et qui va aller dire au capital oui c'est mal ce que vous faites etc. Il va pas être pour mais il va rien faire contre non plus et c'est pareil, il va être contre le traitement qui est infligé aux tribus parce que les tribus sont vraiment traitées horriblement au début des Hunger Games, c'est pas du tout comme dans la saga principale où ils sont chouchoutés etc. Avant les jeux, là ils sont vraiment traités très très mal, enfin ils sont traités comme des animaux, on les met dans des eaux donc bon voilà ça vous montre un petit peu l'égard qu'ils ont par rapport à eux, donc il est contre ça mais il va pas non plus aller dénoncer, donc en fait ça le rend assez passif mais moi j'ai trouvé que ça le rendait réel parce que ça reflète quand même pas mal de gens dans sa société parce que comme je l'ai dit les gens ils sont pas pour les Hunger Games non plus, ils les regardent pas, ça les dégoûte un petit peu mais ils vont pas non plus aller dire oui abolissez les Hunger Games, arrêtez les Hunger Games etc. Et ça reflète aussi pas mal de personnes de notre société parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans notre société et c'est vrai qu'on peut être assez passif alors qu'on est contre, donc j'ai trouvé que ça rendait le personnage très réel, donc j'ai trouvé que la construction du personnage était vraiment très bien amenée. Attention je dis pas que j'ai aimé le personnage, je peux pas dire que j'ai aimé le personnage parce que c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un
quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de très égoïste, mais n'empêche que son développement et sa construction et sa psyché, la manière dont il réfléchit, tout ça c'est très très intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues parce qu'ils s'attendaient vraiment à retrouver un événement traumatique dans l'enfance ou dans l'adolescence de Snow qui justifierait son comportement, mais en fait moi j'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce que cet adolescent a évolué pour devenir le président Snow et pour devenir le dictateur qui a régné pendant je ne sais combien d'années et qui a terrorisé le peuple, et comment est-ce que cet adolescent qui était très charmant mais très manipulateur et assoiffé de pouvoir a réussi à devenir le président Snow. Et j'ai bien aimé la manière dont Suzanne Collins a amené cette évolution sans pour autant en faire un psychopathe quoi. Donc vous l'aurez compris, moi le personnage du président Snow dans les Hunger Games, je l'aime trop, c'est un de mes personnages préférés. J'espère que je vais pas passer pour une psychopathe, mais je le trouve genre vraiment génial. Et en plus dans les films il est incarné par Donald Sutherland, genre vraiment j'aime trop cet acteur, il est super charismatique, donc je trouve qu'il incarne parfaitement le personnage du président Snow. Donc vous l'aurez compris, moi et les anti-héros, moi et les antagonistes, y a toujours quelque chose, une petite étincelle entre nous deux. Je les trouve toujours beaucoup plus intéressants que le personnage principal. Et ça me fait penser que j'ai vu un tweet il y a pas longtemps qui disait que ne pas aimer le personnage principal d'un livre, c'est pas un trait de caractère, et j'étais un peu en mode je me sens pas du tout visée. C'est vrai que moi et les héros, enfin moi et le personnage principal, généralement, je peux jamais me les saquer parce que je les trouve toujours trop plats et je trouve toujours que leur décision est bête. Et voilà quoi, c'est généralement ça, j'accroche pas trop. Et le deuxième personnage qu'on voit le plus de par ses interactions avec Coriolanus, c'est Lucy Gray. Et là cette fois-ci, si vous avez besoin de vous attacher à un personnage, bah c'est elle. Elle est vraiment super cool, elle est vraiment géniale cette fille. Déjà son entrée, la première fois qu'on la voit, qu'on entend parler d'elle, son entrée en la matière est juste géniale. Elle est super cool et tout. Et franchement j'étais très heureuse et j'étais tellement soulagée que Suzanne Collins ne nous donne pas une Katniss 2. Parce que franchement, Katniss Everdeen, j'ai beaucoup de mal à me la saquer, cette fille. Vraiment, je la trouve passablement énervante, donc j'étais vraiment très heureuse que Lucy Gray ne soit pas un double de Katniss. Et les autres personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, sans vous spoiler du coup, c'est Tigris, Sejanus, le doyen Hightbottom. D'ailleurs son nom m'a fait penser à Neville Londuba parce qu'en anglais ça donne Neville Longbottom. Oui, je sais, va falloir vous habituer à ce que je fasse des connexions dès que je peux entre Harry Potter et Game of Thrones. Je ramène les sujets absolument partout là où je le peux. Hein, voilà, vous êtes prévenus. Et le personnage de la Dr. Gaulle. Bah en fait je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais les gens qui ont lu le livre, j'espère que vous allez pas me prendre pour une psychopathe, mais je la trouve juste trop intéressante. Enfin, elle est hyper complexe et tout. Enfin, moi j'aime trop les personnages comme ça, donc bon voilà. Je n'en dis pas plus. Ensuite, on va passer à ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans ce roman. Déjà, premier point qui a été très positif pour moi, c'est non seulement on retrouve l'univers de Hunger Games, mais aussi on va retrouver les questions sous-jacentes en fait, qui étaient également posées dans la trilogie principale, que ce soit sur les régimes politiques, sur la nature humaine, sur les réseaux sociaux, enfin sur les médias. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ça dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, parce que j'ai vraiment retrouvé ces questions et je me suis vraiment interrogée, je me suis vraiment posé des questions là-dessus, notamment sur l'information, sur les médias, la manière dont les médias vont manipuler l'information et tout, et j'ai vraiment retrouvé ça super de retrouver ça. Ensuite, deuxième point que j'ai trouvé très positif, c'est avoir des explications sur des événements qui se sont produits dans la saga principale et sur lesquels je m'étais toujours posé des questions. Déjà, premièrement, on a enfin une explication sur L'arbre du pendu, et vraiment cette chanson elle m'a obsédée. Quand le film est sorti, j'arrêtais pas de l'écouter en boucle et tout, c'était n'importe quoi, donc j'ai été trop contente de savoir enfin ce qui avait inspiré cette chanson et l'explication derrière la chanson L'arbre du pendu quoi. Et puis étant donné qu'on suit Snow, et ben on a pu avoir des explications sur son comportement, et en fait j'ai enfin réussi à savoir pourquoi est-ce qu'il s'était comporté de cette manière là envers Katniss dans la trilogie principale. Ben on comprend en fait dans le livre en lisant que c'est lié aux événements qui se sont passés durant son adolescence quoi. Et puis surtout,
chose que j'avais trop envie de savoir, c'est pourquoi les Hunger Games ont commencé, comment est-ce que les Hunger Games ont évolué et qui est le créateur des Hunger Games, enfin comment est-ce que cette idée a pu émerger après la guerre, et on a toutes ces explications dans le roman. Ensuite on va passer à ce que j'ai moins aimé. Premièrement, la romance entre Snow et son love interest. J'ai trouvé ça assez étrange, amené assez bizarrement, on l'a pas trop vu venir mais si quand même, et puis j'ai trouvé ça un petit peu abrupt et jeté comme un cheveu sur la soupe, enfin j'étais pas trop fan de cet aspect là, et puis la fin était étrange aussi, donc ça j'étais pas trop fan. Ensuite les jeux, en fait j'étais impatiente de savoir comment est-ce que ça se passait pour une personne qui n'était pas dans l'arène, vu que dans la trilogie principale on a le point de vue de Katniss, et je voulais trop savoir ce qui se passait de l'extérieur, comment est-ce que tu voyais les jeux de l'extérieur, mais vu que les jeux dans le préquel ne sont pas aussi aboutis que dans la trilogie principale, c'est pas du tout pareil, et j'ai trouvé ça un peu ennuyant. Ensuite le troisième point, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est plutôt moi qui me suis fait des idées. En fait on est vraiment très focalisé sur l'adolescence de Snow, sur ce qui se passe pendant les 10e Hunger Games et tout, et moi je m'attendais vraiment à ce qu'on nous décrive comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, donc je sais pas, je m'attendais à tout ce qui était intrigue, trahison, meurtre, je m'attendais en fait à un Game of Thrones version Hunger Games, mais ça c'est moi qui m'étais fait des idées, mais c'est vrai que ça aurait été difficile de compiler tout ça en 500 pages, étant donné que c'est des événements qui se passent sur une vingtaine d'années à mon avis, donc ouais j'ai été un petit peu déçue qu'on n'ait pas cet aspect là, mais c'est pas vraiment un point négatif, encore une fois c'est moi qui me suis fait des idées. Et puis le dernier point négatif pour moi, et qui est vraiment le plus gros point négatif, le plus gros point noir, c'est vraiment le rythme et la fin. Je vais m'expliquer par rapport au rythme. J'ai trouvé que le rythme dans ce livre était trop bizarre, parce qu'en fait on va avoir des longues scènes un peu ennuyantes où il se passe pas grand chose quoi, enfin des scènes lambda, et là on va avoir un événement super important mais qui va être décrit super vite, et après on va plus rien avoir, et puis on va encore avoir un événement hyper important décrit super vite et plus rien à voir, et j'ai trouvé que c'était un rythme un peu étrange. Je sais pas si c'était un choix délibéré de la part de l'autrice ou pas, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Et ensuite sur la fin, peut-être sur les 40 dernières pages du roman, c'est trop étrange parce que les événements se passent super vite, mais vraiment super vite. Déjà, on a une situation qui passe de 0 à 100 en moins de 2 pages. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, mais j'ai vraiment trouvé ça trop bizarre. Mais on est vraiment passé de 0 à 1000 en moins de 3 pages. C'était vraiment trop étrange. Et puis, donc ça c'était avant l'épilogue, mais même pendant l'épilogue, dans l'épilogue, on a une succession d'événements. On y dit oui, il s'est passé ça, mais c'est des trucs super importants en fait. Donc on apprend qu'il s'est passé tout ça sur 5 pages, et après c'est terminé. J'ai trouvé ça vraiment trop bizarre et vraiment dommage. Pour moi ça faisait un petit peu fin bâclé, enfin pas vraiment fin bâclé, mais un peu oui, j'ai besoin qu'il se passe ça, du coup je vais faire en sorte que, en gros, rajouter un événement qui n'a aucun rapport pour parvenir à la fin souhaitée, alors que ça n'a pas trop de sens, et puis le rythme est complètement décalé du coup. Mais le style d'écriture de Suzanne Collins est juste génial. Moi j'ai retrouvé le même style qu'elle avait dans les Hunger Games, même si le rythme était un peu bizarre dans la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, mais son style est vraiment très agréable, donc ça se lit très vite aussi. Mais c'est vrai que ce qui est dommage quand on fait un préquel avec les mêmes personnages que ceux qu'on connaît déjà dans la saga principale, c'est qu'on sait déjà comment ça va tourner, parce qu'en fait on lit mais on sait déjà comment est-ce que les événements vont tourner pour Coriolanus, donc certes il y a du suspense parce que qu'on sait pas vraiment comment est-ce que les événements vont se dérouler parfaitement, mais on sait tout de même comment est-ce que ça va tourner pour lui et quelle sera sa fin quoi. Donc il n'y a pas vraiment de gros enjeux quoi. Donc moi j'ai bien aimé suivre les aventures de Coriolanus, mais juste je me pose trop de questions, enfin j'ai encore plein de questions, et étant donné que Suzanne Collins a dit qu'il n'y aurait pas de fin, je me dis mais en fait on va jamais répondre à mes questions, donc moi comment je fais pour continuer à vivre? Non mais vraiment, vu la fin qu'on a eue, j'ai 10 000 questions, et mes questions vont rester en suspens, donc c'est un petit peu dommage. Donc moi globalement j'ai plutôt apprécié ce livre, je l'ai trouvé intéressant, plutôt divertissant, qui se lit bien, plutôt vite. Après ça n'a pas non plus été un coup de cœur, et c'était pas non plus le roman dont on avait besoin pour comprendre les Hunger Games. Enfin c'était pas indispensable non plus, mais c'était agréable de le lire. Mais de toute façon moi j'ai toujours préféré les préquels avec des personnages qu'on connaît très peu ou pas du tout, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, et donc c'est plus intéressant parce qu'on sait pas encore comment est-ce que leurs histoires vont se terminer. Donc la question que vous posez sûrement c'est bon alors du coup est-ce que je le lis
ou pas. Et moi franchement je vous dirais oui. Faites-vous votre propre avis indépendamment des autres, parce que je sais que sur Goodreads les revues étaient pas très positives parce que les gens étaient un petit peu déçus. Je pense qu'ils s'attendaient à plus, un petit peu comme moi, ils s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient à plus et du coup ils ont été un petit peu déçus. Mais franchement, si vous êtes fan de Hunger Games ou si tout simplement vous avez aimé lire les Hunger Games, bah allez-y, franchement lisez-le, ça reste quand même une bonne lecture. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous projetez de lire La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la saga Hunger Games et tout. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.